Je me trouve devant la bibliothèque humaniste de Sélestat, en Alsace. Cette bibliothèque a une très belle façade rose, incrustée d'une grande mosaïque, et elle surplombe une jolie place, entourée de maisons typiquement alsaciennes. Les maisons sont colorées, orange, jaune, bleu, rose. Cette bibliothèque abrite une œuvre qui a fait l'objet d'une longue campagne de restauration. J'ai rendez-vous avec Chloé Carré, la directrice de la bibliothèque humaniste. Elle va nous présenter cette pièce exceptionnelle qu'on appelle le retable de Roderne. Cette campagne a permis des découvertes inattendues. En effet, sa restauration n'a pas seulement permis de nettoyer les couches picturales, les éléments sculptés et dorés, elle a aussi révélé des messages cachés depuis de longues années. Nous allons découvrir lesquels. J'ai rendez-vous avec Chloé Carré. Oui. Allez, sont tout de suite. Oui, merci. Ouais, ça va. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous voir en vrai. C'est vrai qu'on s'est jamais vu. Vous écoutez Sélestat, au fil des histoires. Une série qui donne vie au patrimoine historique, naturel et humain. Éco-culturel, à la découverte du retable de Roderne. Chloé, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un retable ? Oui, tout à fait. Alors, un retable, c'est avant tout un objet de dévotion. C'est aussi une œuvre d'art qui est destinée à orner les autels dans les églises ou bien les chapelles. Et un retable représente des scènes religieuses, des saints personnages et parfois même les commanditaires. Alors, les Européens, dans leur immense majorité, au début du XVIe siècle, sont chrétiens. Et ces objets de dévotion, que sont les retables, leur permettent vraiment de visualiser les scènes de la Bible et aussi d'autres textes sacrés. Et cela permet aussi à ces personnes en prière de se représenter de manière plus concrète les scènes saintes. Alors ces objets sont souvent constitués de plusieurs volets. C'est le cas justement du retable de la Nativité dit de Roderne qui appartient à la bibliothèque humaniste. En fait, c'est en quelque sorte une boîte précieuse avec à l'intérieur une ou plusieurs statues. Et cette boîte est refermée par des volets. Les jours de fête, ces volets sont ouverts, tandis que le reste de l'année liturgique, les volets restent fermés. Est-ce que vous pouvez nous dire matériellement de quoi est fait ce retable, son apparence, son format et aussi son matériau, la matière avec laquelle il est fait ? Oui, en fait, de ce retable, aujourd'hui, il ne reste que les deux volets latéraux. Donc, d'un côté, le retable est sculpté, peint et doré, et de l'autre, il est uniquement peint. Alors, on est face à des volets qui mesurent 1,80 m de haut et environ 70 cm de large. En fait, ces deux panneaux latéraux sont composés de planches de bois qui sont assemblées entre elles et qui sont maintenues dans un cadre en bois. Sur la face peinte de ces panneaux, donc les planches de bois sont recouvertes d'une couche préparatoire qui est indispensable avant de pouvoir apposer les couches picturales. Et sur la face sculptée, des panneaux en léger relief sculptés sont maintenus à un assemblage de planches de bois par des chevilles. Est-ce qu'on connaît l'auteur de ce retable ? Alors c'est très probablement une œuvre collective, car plusieurs compétences sont nécessaires pour fabriquer cet objet, à la fois des compétences en menuiserie, en sculpture, en peinture, mais aussi en dorure. Et alors on a assez peu d'informations précises puisqu'il n'est ni signé ni daté. Mais on peut quand même raisonnablement le dater du premier quart du XVIe siècle par rapprochement, c'est-à-dire par comparaison avec d'autres œuvres de la même période et de la même ère géographique, qui sont mieux documentées. Alors cette œuvre, elle est à peu près contemporaine de la Joconde et une œuvre plus locale, on va dire, au retable d'Isenheim qui est le chef-d'œuvre du musée Unterlinden de Colmar. Et est-ce que l'on sait à l'origine où est exposé ce tableau ? Oui, alors il était exposé dans l'église paroissiale de Roderne, qui est un petit village alsacien à une dizaine de kilomètres de Sélestat. Alors il faut imaginer que les paroissiens de Roderne venaient à la messe ou se recueillir dans l'église de leur village et pouvaient contempler cette œuvre qui était placée sur un autel. Il faut imaginer aussi que cette église était assez sombre, éclairée à la bougie, et que finalement la lueur des flammes des bougies qui devaient être posées juste à côté du retable faisait vibrer les dorures et que ça créait vraiment une ambiance très particulière qui est bien différente de l'ambiance du contexte muséal actuel. On a retrouvé dans les archives la mention de la création de nouveaux autels au XVIIIe siècle et donc c'est très probablement à ce moment-là que le retable de Roderne a été monté au grenier en fait, de l'église paroissiale. En tout cas, c'est là qu'on l'a retrouvé au XIXe siècle. Et donc, jusqu'au XIXe siècle, on a un petit peu perdu de vue cette œuvre, et c'est un érudit local, l'abbé Straub, qui a enquêté sur des œuvres d'art de la Renaissance, qui l'a retrouvée dans le grenier donc, de l'église de Roderne. Et alors, en 1862, le maire de Sélestat, qui s'appelait Monsieur Knoll, a décidé de l'acheter sur ses propres deniers,
Et l'objectif pour lui, c'était de le présenter dans le musée qu'il avait l'intention d'ouvrir à Sélestat. Et c'est justement la future bibliothèque humaniste. Et pourquoi ce retable a-t-il eu besoin d'être restauré ? Alors le retable était dans un état assez peu satisfaisant, il était encrassé, empoussiéré, avec des décollements de la couche picturale. Les dorures étaient assez ternes, les couches picturales d'origine étaient cachées derrière des vernis qui ont viré avec le temps, et les couches picturales d'origine étaient aussi cachées sous des repeints issus de restaurations postérieures. Avant de lancer la restauration, on a commandé une étude préalable qui a permis d'évaluer l'état de conservation de l'œuvre, de mieux la comprendre, notamment concernant son histoire matérielle. Et pour bien préparer l'intervention de restauration, cette étude préalable, elle est indispensable pour définir une méthodologie, prévoir un planning et tout simplement chiffrer le travail à réaliser. Et cette restauration, c'est le groupement Cambon de la Valette qui est constitué de 9 restaurateurs conservateurs qui remportent le marché. Et donc en janvier 2024, le retable quitte la bibliothèque. On ne sait pas encore à ce moment-là, mais la restauration va durer 24 mois. Est-ce que cette restauration a permis de faire des découvertes inattendues ? Oui, en effet, des nombreuses découvertes inattendues. Je pense en particulier au moment de l'intervention sur le support bois, donc le contrôle et l'étude du support bois et la consolidation du support bois. Le restaurateur a découvert un morceau de papier journal qui était daté de 1974. Donc c'est vraiment un témoignage précieux parce qu'en fait, à cette époque-là, on n'a pas forcément trop l'habitude de documenter les restaurations. Donc ça nous permet en fait d'avoir une date approximative de la restauration, d'une restauration antérieure de ce retable. Aujourd'hui, donc après 24 mois de restauration entre 2024 et 2026, on a reçu un rapport exhaustif de toute la restauration, puisque aujourd'hui on documente vraiment les interventions dans les moindres détails, avec de très nombreuses photos avant, pendant et après la restauration. Une autre découverte importante de la restauration a eu lieu sur le cadre des panneaux côté peinture. En fait, ils avaient été recouverts assez récemment par une dorure, et les restauratrices ont ouvert ce qu'on appelle des fenêtres pour faire des tests sur des toutes petites surfaces. Et elles ont ainsi pu confirmer leur hypothèse, c'est-à-dire que le cadre originel était rouge. Et au fur et à mesure de leurs tests, sur des fenêtres de plus en plus grandes, elles ont découvert l'existence de fleurettes, puis de rinceaux d'épines. Et donc ce décor végétal, une fois réapparu, une fois dégagé, on se rend compte qu'il a été appliqué au pochoir, comme ça se faisait probablement assez fréquemment à l'époque, et que ce décor végétal a été appliqué à la feuille d'argent, ou bien à la feuille d'argent et à la feuille d'or, mais la feuille d'or a aujourd'hui disparu. Et alors ce type de décor, sur les cadres, était peut-être fréquent à l'époque, mais peu ont survécu, parce qu'en fait, ce sont des matériaux qui sont très fragiles, et donc ils ont probablement disparu au fur et à mesure du temps, et peut-être dans le cadre de restauration postérieure. Et donc, c'est probablement la plus belle découverte de la restauration. Est-ce que vous pouvez nous décrire le retable fermé ? Qu'est-ce qu'il représente ? Alors, quand le retable est fermé, on voit les 2 panneaux peints. Le premier panneau représente l'Annonciation. Alors, on est dans un décor très douillet et confortable, dans l'intérieur du XVIe siècle. La Vierge est en prière. Elle est surprise par l'ange Gabriel, qui est venu lui annoncer la naissance du Fils de Dieu à venir, et donc c'est Jésus qu'elle portera. Alors, ce qui est intéressant, et ce qu'on a bien révélé après la restauration, c'est une grande attention du peintre ou des peintres aux détails familiers et aux effets de réel, en fait, qui sont vraiment hérités de la peinture flamande, mais qui ont été très bien assimilés dans l'ère germanique. Je pense en particulier à ces petites thés d'oreiller blanches avec un quadrillage noir, ou à ce livre de prière avec une très belle reliure rouge que possède la Vierge dans son intérieur. Et puis sur l'autre panneau peint, c'est la nativité qui est visible. Alors là, on change complètement de décor, on est dans une modeste grange. L'enfant Jésus est entouré de la Vierge Marie, de Joseph, d'un bœuf et d'un âne, et des bergers sont venus lui rendre hommage. Alors cette composition, pour la scène de la nativité, elle est assez proche de celles qui sont proposées dans les gravures d'Albrecht Dürer, mais aussi de Martin Schongauer. Et en fait, cette composition témoigne de la mise en perspective de l'idée de construire une composition autour d'une ligne de fuite. Et cette idée, ce principe vient des Italiens, mais elle est très bien assimilée par les maîtres allemands que sont Martin Schongauer et Albrecht Dürer. Donc on sent ici l'influence de l'école allemande. De manière générale, grâce à la restauration, on retrouve le rendu très subtil des textures, des drapés et des effets de matière. Et ce rendu, il est possible grâce à l'utilisation de la technique de la peinture à l'huile. Et ça permet vraiment d'avoir un pelage du bœuf, les ailes de l'ange Gabriel qui sont très très réalistes et on a presque envie de les caresser en fait. Par ailleurs, le coloris assez froid d'origine
de la scène de l'Annonciation est réapparu. Et on avait vraiment complètement perdu ces tonalités froides parce que le vernis avait jauni, en fait, le vernis qui avait été posé par la suite. Dans cette partie sculptée, on voit des personnages. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Donc, sur les panneaux sculptés, on voit apparaître 4 personnages. Ce sont 4 saints, un petit peu plus grands que nature. La première sainte à gauche, c'est Sainte Marguerite, qu'on reconnaît au dragon, qu'elle a terrassé. Saint Wolfgang, juste à côté, qui est un évêque du Moyen-Âge, reconnaissable à sa mitre et à sa crosse, qu'il faut imaginer parce qu'elle a été en partie détruite, et également à la maquette d'une église. Ensuite, sur le panneau de droite, c'est Saint Sébastien qui apparaît. Donc c'est un jeune soldat romain qui a été martyrisé car il était chrétien, et il est reconnaissable aux flèches dont il ne reste que les tiges. Et enfin, Sainte Dorothée, la jeune et belle sainte de l'Antiquité, qui répond aux persécutions par l'envoi d'un panier de fleurs et de fruits. Donc on reconnaît justement à ce petit panier en osier. Alors grâce à la restauration de la partie sculptée, on comprend mieux l'assemblage des vêtements. On retrouve aussi les couleurs d'origine qui avaient disparu sous la bronzine, cette dorure terne qui est appliquée plus tard sur l'œuvre. Et on retrouve également le traitement subtil des carnations avec des cils très fins, très élégants sur les saintes, les jeunes saintes, mais également des pommettes légèrement rosées, des saintes qui réapparaissent justement grâce à l'utilisation très efficace des lasers. Et en quoi ce retable est-il particulièrement intéressant ? Alors il est intéressant à plusieurs titres. D'abord c'est un chef-d'œuvre et la restauration a vraiment permis de révéler cette grande finesse artistique du traitement aussi bien des sculptures que des peintures, une grande subtilité dans les accords chromatiques, une maîtrise aussi de la technique de la peinture à l'huile qui permet vraiment un traitement très réel des matières et aussi des textures. Et après le nettoyage, la suppression des repeints par les restauratrices, vraiment, on a pu retrouver toute cette subtilité et cette grande maîtrise technique des artistes peintres. Il est intéressant aussi parce que c'est un objet précieux. En fait, sous la bronzine et les anciens vernis qui ont viré et qu'on a retirés grâce à la restauration, en fait, on se rend compte que des matériaux très précieux ont été utilisés, des pigments colorés, de la feuille d'or, mais aussi de la feuille d'argent. Et donc, cette préciosité, c'est aussi un témoignage de la piété des fidèles. C'est-à-dire que les chrétiens qui ont commandé cette œuvre étaient vraiment prêts à payer cher sa fabrication pour exprimer leur foi, mais aussi pour assurer leur salut dans l'au-delà. Ce retable est aussi intéressant parce que c'est une œuvre emblématique de l'art rhénan de la Renaissance. Alors cette œuvre, elle est contemporaine de Beatus Rhenanus, et Beatus Rhenanus, il est important pour la bibliothèque humaniste. C'est le savant originaire de Sélestat qui a légué sa collection à sa ville natale en 1547. Et cette collection, aujourd'hui, est à l'UNESCO, au registre Mémoire du Monde, et c'est le fil rouge du parcours permanent de la bibliothèque. Alors le retable de Roderne, il donne à voir cette période. Donc une période où la plupart des Européens sont chrétiens, et les humanistes comme Beatus Rhenanus ou comme Erasme de Rotterdam ne font pas exception. Et cette œuvre, c'est aussi un témoignage précieux du foisonnement artistique de l'Alsace à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Et ce foisonnement artistique, il est intimement lié à son essor intellectuel qui est présenté dans le parcours permanent de la bibliothèque humaniste. Cette restauration n'aurait vraiment pas pu aboutir sans le soutien scientifique, technique et financier de l'État, de la Direction régionale des affaires culturelles, et la collectivité européenne d'Alsace aussi a contribué au financement de cette restauration. Mais il ne faut pas oublier les mécènes de la bibliothèque humaniste, car sans eux, on n'aurait clairement pas pu mener à terme cette restauration, donc pour le compte de la ville de Sélestat. Vous venez d'écouter Sélestat, au fil des histoires. Nos remerciements vont à Chloé Carré et Sandrine Rueff qui ont initié cette série, ainsi qu'à Laure Mandousse, conservatrice des monuments historiques. Un podcast original de Sélestat, ville d'art et d'histoire. Avec la participation de Marion Augustin. Reportage et réalisation, Caroline Lebossé. Un podcast produit par le Studio Ose. À bientôt pour plonger dans de nouvelles histoires.